cœur de la nuit, un homme assiste horrifié à une scène atroce. Son voisin poignarde son épouse, puis il la noie dans sa piscine. Naturellement, le témoin prévient aussitôt la police qui procède à une arrestation. Mais le meurtrier nie les faits. Il prétend du moins ne se souvenir de rien. Somnambulisme ou manipulation? Les experts médico-légaux devront trancher. La seconde histoire que je vous invite à suivre maintenant est d'une nature toute différente, puisqu'un témoin oculaire a assisté au meurtre perpétré par son voisin. Dans ce cas, bien sûr, la recherche de preuves matérielles était superflue pour obtenir une inculpation. Ce qui n'a pourtant pas évité une furieuse bataille d'experts. Une nuit du mois de janvier à Phoenix, en Arizona. Un homme entend du bruit dans le jardin de ses voisins. Il a entendu des gémissements de l'autre côté de la clôture. Il s'est d'abord dit que les fallateurs faisaient l'amour. C'est ce à quoi les bruits lui faisaient penser. Il découvre Yarmila Fallater étendue par terre tandis que son mari, Scott, se change dans la maison à l'étage. Scott descend et fait taire le chien avant de sortir rejoindre Yarmila. Là, il la jette dans la piscine et maintient sa tête sous l'eau. Le voisin court appeler la police. J'ai regardé par-dessus le mur et j'ai vu l'homme jeter sa femme dans la piscine et la maintenir sous l'eau. La police découvre le corps de Yarmila dans la piscine. Elle a été poignardée, puis noyée. Dans la maison, Scott semble abasourdi et désorienté. Il semblait surpris de voir des policiers chez lui. La première question dont il se souvient, c'est « Combien êtes-vous dans la maison ?» Il a répondu immédiatement 4, parce qu'il ignorait que sa femme et leurs 2 enfants. Les 2 enfants dorment dans leur chambre. Ils n'ont pas entendu l'agression. Au poste, les enquêteurs, persuadés que Scott va avouer, ne sont pas au bout de leur surprise. Je peux vous parler? Ça va? Vous avez froid? Vous pensez que c'est moi, là? Je ne comprends pas pourquoi. Un voisin vous a vu faire. Voilà pourquoi. Oh mon Dieu. Scott Fallater prétend n'avoir aucun souvenir du meurtre de sa femme. Votre voisin vous a vu la pousser dans la piscine. C'est une blague. Pas du tout. Désolé, je m'en souviens pas. Leurs proches affirment aux policiers que le couple ne se disputait jamais. Il n'y avait jamais eu de conflit ouvert entre la mère et le père. Quand ils n'étaient pas d'accord, tout se réglait calmement. Lors de l'autopsie de Yarmila, le médecin légiste dénombre 44 coups de couteau et constate la présence d'eau dans ses poumons. D'un côté, on avait une femme poignardée à maintes reprises, jetée dans une piscine, puis noyée. Et de l'autre, on avait son mari, une personne très pieuse qui prétendait être innocent. On devait donc décider si on le croyait ou si on l'inculpait. Les policiers découvrent un couteau et des vêtements ensanglantés dans une boîte en plastique rangée dans le coffre de la voiture de Scott Fallater. En s'appuyant sur un événement survenu il y a longtemps, la sœur de Scott croit connaître la cause de l'amnésie soudaine de son frère. Elle rappelle par ailleurs aux enquêteurs que Scott est ingénieur en informatique et que Yarmila est assistante maternelle. Mariés depuis près de 20 ans, ils forment un couple solide et sans histoire. Pour quelle raison Scott aurait-il cherché à supprimer sa femme? Ils étaient ensemble depuis le lycée. Yarmila était la première et unique petite amie de Scott. Et il était probablement aussi son seul petit copain. Interrogé par la police,
Scott ne nie pas avoir tué sa femme, mais il insiste sur le fait qu'il n'a aucun souvenir de l'accident. Sa sœur offre alors une explication plausible. Elle déclare aux enquêteurs que Scott a déjà eu des crises de somnambulisme. Elle avait été attaquée par Scott alors qu'il était somnambule, des années plus tôt quand il vivait dans l'Illinois. Elle avait tenté de l'arrêter parce qu'il marchait dans la maison, somnambule, et lui, surpris par son interruption, l'avait violemment bousculée. Pour le docteur Rosalind Cartwright, spécialiste du sommeil, il ne fait aucun doute que ce genre de choses arrive aux somnambules, même si c'est rare. Des somnambules ont par exemple sauté par la fenêtre, transpercé une porte vitrée avec leurs bras, tailladé des meubles tout neufs avec un couteau de boucher, ou donné des coups de pied dans une porte de garage. C'est arrivé à mes patients. Certains s'en sont pris à des gens. C'est la personne la plus proche d'eux qui est la plus susceptible d'être attaquée. Mais une question demeure. Scott Falater était-il somnambule quand il a assassiné sa femme? Pour le savoir, on le fait surveiller pendant 4 nuits dans un laboratoire du sommeil. Ils ont ainsi pu déterminer les types d'ondes cérébrales qui caractérisaient ces stades de sommeil. Les chercheurs connectent les électrodes d'un polysomnographe au crâne de Falater pour analyser son activité cérébrale pendant son sommeil. Les résultats montrent des vagues d'activité delta hypersynchrones, un symptôme que l'on trouve parfois chez les personnes somnambules. On trouve cela chez certains somnambules. C'est signe d'une immaturité neurologique. Scott Falater déclare aux enquêteurs qu'il tentait de réparer une pompe cassée dans sa piscine le soir de la mort de sa femme. Il n'a pas eu le temps de finir avant que sa femme ne l'appelle pour le dîner. Une fois à table, il lui a parlé de ses ennuis professionnels et il a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Scott est en effet préoccupé par le possible abandon d'un projet de puce électronique qu'il a en charge. Cet abandon mettrait toute son équipe au chômage. Après dîner, Scott affirme avoir travaillé sur son ordinateur avant d'aller se coucher. Yarmila regardait la télévision en bas sur le canapé. Le docteur Cartwright pense que Scott s'est couché en pensant à la pompe qu'il n'avait pas fini de réparer et que pendant son sommeil, il s'est levé pour terminer. Il s'est habillé, a pris une lampe de poche et un couteau afin de couper un anneau en plastique. Lorsque Yarmila est sorti pour voir ce qu'il faisait, il a été surpris et ça explique la violente attaque qui a suivi. Ils commencent par faire quelque chose en rapport avec ce qui les stresse. Et s'ils sont interrompus, ils ont une réaction violente. Ils fuient ou attaquent parce qu'ils se disent « je dois finir ». Les études montrent que les somnambules sont incapables d'identifier les personnes et que c'est pour ça qu'ils agressent parfois leurs proches. C'est gênant, on ne sait pas où on est ni ce qu'on fait. Doug Coldren a eu de nombreuses crises de somnambulisme durant lesquelles il a parfois fait preuve de violence à l'encontre de sa femme. J'étais sur elle et je l'étranglais sans même m'en rendre compte. J'ai bien senti que quelque chose n'allait pas quand je me suis réveillé, mais comme j'étais dans une sorte de sommeil profond lorsque ça s'est produit, j'étais pas conscient de ce que j'avais fait. Quand on dort normalement, on passe d'un stade de sommeil à l'autre de façon homogène, sans se réveiller. Mais pour des raisons encore inexpliquées, les somnambules n'arrivent pas à passer normalement du sommeil lent profond au stade de sommeil paradoxal. Ils entrent dans un état dissocié. Ce n'est ni un éveil normal ni un sommeil total. C'est un peu des deux. Une partie du cerveau fonctionne comme s'ils étaient éveillés et l'autre non. Si Scott Falater était somnambule lorsqu'il a commis le crime, alors il n'est pas responsable pénalement. C'est ce qui s'est passé à Toronto, au Canada, où Ken Parks, 23 ans, a été acquitté du meurtre de sa belle-mère et de l'agression de son beau-père.
Et ce, alors qu'il a conduit pendant 25 km jusqu'à chez ses beaux-parents, descendu un escalier, ouvert la porte et poignardé 2 personnes. Il est vrai que les somnambules sont susceptibles de devenir violents. On a répertorié plus d'une centaine d'agressions commises par des personnes somnambules. Mais le procureur n'est pas convaincu de l'innocence de Scott Falater. Il demande donc aux enquêteurs de chercher un mobile au meurtre, en fouillant dans le passé du couple. Il découvre bientôt que Falater est un membre actif de l'église mormone, à laquelle il consacrait trop de temps au goût de son épouse. Le couple s'était rencontré au lycée. Yarmila avait failli rompre leurs fiançailles lorsqu'elle avait appris la conversion de Scott peu de temps avant leur mariage. Avec le temps, elle avait fini par se convertir, mais elle n'aimait pas les amis mormons de son mari et quittait la pièce quand il venait chez elle. Cette activité a-t-elle exaspéré Yarmila au point de remettre en question le mariage? Yarmila envisageait le divorce. Elle ne supportait plus les exigences de l'Église, alors que Scott lui était totalement dévoué. Les enquêteurs découvrent également que Scott voulait d'autres enfants contrairement à Yarmila. Les Mormons ont généralement beaucoup d'enfants, mais elle refusait d'en avoir d'autres, en plus de leurs 2 adolescents. Certaines personnes prétendent même que l'un d'eux avait une liaison. L'accusation engage son propre spécialiste du sommeil, le docteur Mark Pressman, pour qu'il analyse le comportement de Scott la nuit du meurtre et qu'il détecte la moindre preuve que Scott était somnambule. Pressman remet immédiatement en question l'interprétation donnée au premier test du sommeil. Pour moi, les tests n'étaient pas du tout convaincants. Ce genre d'activité est fréquent chez les patients atteints d'apnée du sommeil, par exemple. On en dénombre 40 millions rien qu'aux États-Unis. Ce n'est pas spécifique aux somnambules. La nuit du meurtre, Falater prétend s'être endormi avec ses lentilles de contact. Puis il se serait levé, habillé, et aurait pris une lampe avant de sortir. Or, d'après le docteur Pressman, les vrais somnambules sont incapables de distinguer le jour de la nuit. Ça sous-entend qu'il savait qu'il faisait froid et nuit dehors. Je n'ai jamais entendu parler de cas où un somnambule était capable de se rendre compte de ce genre de choses. Le voisin déclare qu'il a vu Scott dans la maison après l'agression, quand il enlevait ses vêtements couverts de sang. Scott a rangé ses habits et l'arme du crime dans une boîte en plastique qu'il a ensuite mise dans son coffre. Puis il a soigné une coupure qu'il s'était faite à la main. Ça prouve qu'il était conscient d'être blessé. Il savait ce qu'il devait faire pour se soigner et il l'a fait. Le voisin a également vu Scott essayer de calmer son chien. Scott prétendait ne pas avoir entendu les cris de sa femme, et pourtant il semblait être conscient de l'agitation de son chien. Un individu somnambule ne se serait pas rendu compte de la présence du chien. Le fait qu'il l'a calmé prouve qu'il était éveillé. Mais pour les experts de la défense, il y a une autre explication en ce qui concerne le chien. Je ne suis pas certaine que Scott ait calmé son chien en réponse à ses aboiements. D'après ce que je sais, il lui sautait dessus. Donc, je ne pense pas que le système auditif fonctionnait. Pour le docteur Cartwright, Scott ne s'est pas dirigé directement vers le corps de Yarmila, situé près de la piscine. Il a peut-être trébuché sur elle alors qu'il était somnambule. Elle en veut pour preuve la première déclaration du voisin. Dans sa première déposition, il déclare avoir vu Scott penché sur le corps, le regard absent, comme s'il fixait un objet qui se trouvait sur son chemin. Il l'a ensuite fait rouler jusqu'à la piscine, comme s'il poussait un objet qui le gênait. Il s'agissait d'une personne ayant des antécédents de somnambulisme. Il ne se souvenait de rien,
Il n'avait pas de mobile et il était perplexe et plein de remords. Les experts sont en désaccord sur l'interprétation à donner au comportement de Scott. C'est donc au juré d'étudier les preuves et de décider qui il faut croire. L'intérêt suscité par cette affaire vient en partie du fait qu'elle explorait les mystères du cerveau, qui reste l'ultime limite de la science. De plus, on enquêtait sur des secrets de famille. En 1999, Scott Falater est jugé pour le meurtre de sa femme, Yarmila. Il plaide non coupable. Il était somnambule au moment où les faits se sont produits et il était totalement inconscient. Son cerveau était profondément endormi. Le somnambulisme a été utilisé comme stratégie de défense dans une vingtaine de procès pour meurtre. Elle s'est effondrée et il a continué à la poignarder. Mais l'accusation présente au juré un dossier extrêmement solide. Il se base essentiellement sur des attitudes comportementales qui prouvent que Falater a prémédité le meurtre de sa femme et qu'il a tenté ensuite de le faire endosser par un rôdeur. Le procureur pense ainsi que Falater a attiré sa femme dans le jardin alors qu'elle regardait la télévision et que les enfants étaient allés se coucher dans leur chambre. Après l'avoir poignardée, il est monté à l'étage, retiré sa chemise ensanglantée et se confectionnait un pansement pour soigner sa blessure. Il est ensuite allé cacher calmement l'arme du crime et ses vêtements tachés de sang dans le coffre de sa voiture. Après avoir calmé son chien, il s'est aperçu que Yarmila n'avait pas succombé à ses coups de couteau. Et sans perdre son sang-froid, il l'a traînée dans la piscine où il l'a noyée. Le procureur pense encore que son meurtre accompli, Scott Falater avait prévu d'aller se coucher, laissant à ses enfants le soin de découvrir le corps de leur mère le lendemain matin. Il pouvait faire semblant de se réveiller et de remarquer que sa femme n'était pas là. Il serait allé réveiller les enfants, feignant la surprise, et tous les trois l'auraient découverte flottant dans la piscine, tuée par un inconnu. C'était ça son plan. Mais son plan est tombé à l'eau, puisque son voisin a été témoin de la scène. C'était la seule chose que Falater n'avait pas prévue. Pour l'accusation, Scott connaissait l'affaire de Toronto. Un homme avait été acquitté du meurtre de sa belle-mère grâce à une défense basée sur le somnambulisme. Le docteur Pressman témoigne pour l'accusation et énumère 65 comportements présentés par Scott le soir du crime, tous incompatibles avec le somnambulisme. Pour lui, le simple fait d'avoir touché l'eau froide aurait dû le réveiller. Toutes les preuves montrent qu'il était éveillé. Ses agissements étaient bien trop complexes pour être ceux d'une personne endormie. Témoin de la défense, le docteur Roger Broughton déclare que les agissements de Scott cette nuit-là ne sont pas logiques pour une personne éveillée. Je pense qu'il était somnambule. Sinon, il n'aurait jamais laissé tous ces indices. Ses vêtements dans le coffre de sa voiture, une piscine pleine de sang. Pour moi, tout ça n'a aucun sens. Scott Falater vient à la barre et témoigne pour sa propre défense. J'ai dû devenir fou ou... Un truc a éclaté dans ma tête. Mais les jurés ne le croient pas. Nous, les membres du jury dûment constitués et sous serment, déclarons l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. Scott Falater est condamné à la prison à perpétuité. Le nombre de coups de couteau, le fait qu'elle ait été traînée jusqu'à la piscine, puis noyée, je ne peux pas croire qu'elle, ou plutôt qu'il était somnambule. Il a caché ses vêtements, ouvert le coffre, s'est changé plusieurs fois et il a monté et descendu les escaliers. Bon sang, ça en fait du mouvement. Pour eux, ça allait à l'encontre du bon sens.
Ça dépassait leur compréhension du comportement humain. Et même s'ils voulaient écouter attentivement les experts de la défense, ils ont déclaré que leur crédibilité s'était envolée quand ils ont entendu le témoignage du voisin. Je n'aurais jamais cru que quelqu'un penserait que j'avais prémédité l'assassinat de ma femme. J'ignore comment ils en sont venus à cette conclusion. Je ne m'attendais pas à ce verdict. Quelle a été l'importance de la science? Je pense que malheureusement, elle n'était pas primordiale pour les jurés. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est totalement faux. Ils ont parfaitement compris. Et ils ont choisi de croire qu'il n'était pas somnambule lorsqu'il l'a tué. La science du somnambulisme, comme toute science, peut être utilisée à mauvais escient. C'était le cas ici. Scott Falater voulait en abuser. Cette bien étrange histoire se termine donc sur des expertises contradictoires. Scott Falater est-il un authentique somnambule qui a tué sa femme inconsciemment et par conséquent sans que sa responsabilité pénale ne soit engagée? Ou est-il au contraire un habile manipulateur dont la stratégie a échoué? Alors, signalons au nombre des éléments à décharge les témoignages de sa mère et de sa sœur. Selon elle, Falater était déjà somnambule étant enfant et réagissait agressivement quand on le touchait. Sa sœur a encore ajouté que peu avant son mariage, il serait sorti nu dans la rue si elle ne s'était pas interposée. Rappelons aussi que des crises de somnambulisme aigu ont déjà été utilisées dans plusieurs pays pour disculper une trentaine d'assassins, jugés, bien sûr, irresponsables. Le cas sans doute le plus étrange concerne un détective français ayant tué un vacancier. Appelé à aider la police à résoudre le meurtre, il a rassemblé des indices prouvant qu'il l'avait lui-même commis en état somnambulique. Durant son procès, Falater n'a jamais cessé d'affirmer avoir agi contre son gré, et il a proposé au juge de suivre un traitement médicamenteux pour modifier ses cycles de sommeil, d'être enfermé la nuit en lieu sûr, loin de ses enfants, de passer le reste de sa vie en liberté surveillée. Mais ces bonnes résolutions n'ont pas été suffisantes. Après 8 heures de délibération, le jury l'a condamné à une peine d'emprisonnement à vie. Merci d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.